Bon, bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, je vais vous parler un peu de JTAG. La JTAG plus particulièrement sur AVR32, mais ça on verra plus tard. On va déjà voir ce que c'est la JTAG et après on verra plus particulièrement ce que ça donne sur ce genre d'architecture. Alors déjà, pour ceux qui ont suivi ma conférence d'hier, vous avez vu que j'aimais bien quand même bosser en bare metal, ça veut dire sur directement, coder directement sur le matériel sans passer par, sans avoir de système d'exploitation derrière. De toute façon, on n'a pas trop le choix sur ce genre de microcontrôleur. Et puis de toute façon, c'est plus rigolo. Il y a juste un petit truc quand même qui est gênant, c'est quand on veut débug. C'est-à-dire, il y a un moment où votre application, elle aura quand même un bug quelque part et vous allez chercher pendant vachement longtemps. Comment essayer de la débugger efficacement sans pas forcément passer par faire du printf ou autre. Il y a un moment, il y a quand même besoin d'avoir un système pour débugger efficacement du code qui tourne sur une carte quelconque. Là, pour la VR32, c'est un truc qui marche assez bien. Je me suis procuré ce qui s'appelle un AVR Dragon. C'est une interface qui est fournie par Atmel qui vous permet de faire plein de trucs avec des AVR. Alors dessus, vous allez avoir de l'ICSP, vous allez avoir du Dual Voltage Programming, du Parallel Programming, tout ce qu'il faut pour programmer ces microcontrôleurs. Et vous allez surtout avoir une interface JTAG. Cette interface JTAG, en gros, vous allez pouvoir l'interfacer avec votre microcontrôleur et ainsi, vous allez pouvoir directement utiliser GDB sur le microcontrôleur qui tourne réellement. C'est super pratique. Vous allez pouvoir mettre des breakpoints, vous allez pouvoir mettre des watchpoints, vous allez pouvoir contrôler le program counter, etc. Modifier des variables, modifier votre mémoire en live. C'est super pratique. Là, dans le cas de la VR32, c'est carrément out of the box. Vous sortez votre AVR Dragon et juste vous avez le programme AVR32 GDB Proxy. Vous le lancez, vous l'indiquez seulement que vous utilisez un AVR Dragon. Vous lui indiquez le port sur lequel vous voulez créer votre stub GDB et ça marche. En gros, avec ça, il va vous créer votre serveur GDB. Vous lancez votre GDB, vous target remote et avec le numéro de port et ça y est, vous avez avec GDB le contrôle sur votre microcontrôleur. Ouais, super. C'est bien, c'est pratique, mais je me suis dit quand même que c'est une bonne idée d'aller voir comment ça fonctionne derrière. Parce que ne serait-ce que par curiosité, il y a pas grand-chose comme doc qui existe sur réellement la JTAG telle qu'elle est implémentée sur AVR32. Et donc du coup, c'est pour ça que j'ai voulu m'intéresser à ça. Alors, la JTAG en 2 mots. Déjà, tout d'abord, faut se remettre dans le contexte de l'époque. On est au début des années 90, on commence à savoir faire des circuits imprimés qui sont de plus en plus petits. Il y a des gens très bien, qui sont des électroniciens, qui se sont dit que ce serait bien de faire une manière automatisée pour tester les circuits imprimés. En fait, ce qu'ils avaient plutôt l'habitude de faire, c'était d'avoir des pointes de touche sur la board, et puis ils testaient à la main, ils avaient des cahiers de test, et puis ils testaient à la main, voir si le circuit répondait correctement. De toute façon, ils n'avaient pas d'autre choix, il n'y avait pas d'autres systèmes qui existaient à l'époque. Ce qui s'est passé, en gros, c'est que toutes les industries qui sont amusées à essayer de miniaturiser au maximum, elles ont créé chacun de leur côté leur système à eux qui permettait de débugger leur carte. Ok. Sachant que sur une PCB normale, on a du matériel qui vient d'à peu près de plein de fabricants différents. Si à chaque fois on se retrouve avec l'interface de debug différent pour chaque device sur ma PCB, ça va devenir un peu problématique. Il y a des gens très bien qui ont fondé le Joint Test Action Group, qui est en gros un groupe de différentes entreprises qui fabriquaient plusieurs entreprises de semi-conducteurs. Ils se sont dit que ce serait bien de d'inventer une nouvelle méthode qui soit unifiée, créer un nouveau standard qui permettrait de tester justement ces cartes-là, ces circuits imprimés. Il y a une première version qui est sortie dans les années 90, au début des années 90, mais c'est devenu populaire milieu des années 90. On va dire que aujourd'hui, la majorité des devices électroniques utilisent de la JTAG comme interface de test. Bon, après, en réalité, ils ont tous chacun rajouté des fonctionnalités en plus, mais on va dire que, en règle générale, c'est à peu près unifié. C'est normalisé, forcément, par l'I3E. Voilà. Ok. La JTAG en elle-même, comment ça va se présenter? Vous allez avoir 4 ou 5 pins. Là, encore une fois, c'est assez simple.
Je veux dire, il y avait plein d'interfaces de debug à l'époque où il y avait plein de pins, où c'était un petit peu compliqué. Là, non, ça reste relativement simple. Je veux dire, il y a juste mettre 4 pins sur une PCB en plus pour du debug, c'est pas la mort, c'est pas grave. Je dis 4 parce qu'en fait, le dernier, il est optionnel. C'est juste une petite aide, il est pas du tout obligatoire. Qu'est-ce qu'on va retrouver comme pin? Alors déjà, une clock, classique, parce que la JTAG, c'est une interface qui est synchrone. On va donc avoir un signal d'horloge. On va avoir le TMS qui va permettre de contrôler l'interface, je reviendrai dessus plus tard. TDI qui va être les données qu'on va avoir en entrée, et TDO qui va être les datas qu'on va avoir en retour. Et c'est aussi simple que ça. Ok, on va regarder un peu ce qu'on a directement dans l'interface JTAG. Concrètement, ça va être basé sur des registres. Vous allez avoir deux types de registres. Vous allez avoir un registre d'instruction et plusieurs registres de data. Dans l'instruction register, vous allez mettre votre instruction, et dans le registre de data, vous allez mettre les données qui sont associées à l'instruction que vous avez choisie préalablement à l'aide de l'instruction register. Un petit schéma qui est ultra simplifié. En réalité, c'est plus compliqué que ça, mais ça permet déjà de se donner une bonne idée de comment fonctionne l'interface. On retrouve notre instruction register, qui en gros va être relié à un multiplexeur, et à ces multiplexeurs-là, on va avoir relié tous les data registers qui correspondent à toutes les instructions que je peux avoir, qu'offre ma JTAG. Le TDI, donc le pin d'entrée, il va être envoyé au data register et l'instruction register. On va avoir un petit circuit logique ici qui va être contrôlé par le TMS et par la clock, qui lui va décider si est-ce que les données qui viennent du TDI, je les mets dans l'instruction register, ou alors est-ce que je le mets dans les data registers. C'est lui qui a le contrôle sur ça. Et en TDO, on va retrouver l'ancienne valeur des registres. Je m'explique un peu plus. Les registres que vous allez avoir là, ils vont avoir une taille variable. En effet, ça va dépendre très forcément de l'implémentation de votre JTAG. Typiquement, rien que l'instruction register, une interface qui va proposer énormément d'opcodes, énormément d'instructions différentes, il va avoir tendance à avoir un registre qui est plus gros qu'une interface JTAG basique qui propose que quelques fonctionnalités. Pareil pour le data register, en fait la taille des registres de données, ils vont être différents en fonction de l'instruction que vous allez utiliser. Si vous voulez juste effectuer un reset de la board sur votre interface, il n'y a pas besoin d'avoir un registre de 32 bits, il y a juste un bit, ça suffit. Tous ces registres-là, ça va être ce qu'on va appeler des chiffres registers. Alors, qu'est-ce qu'un chiffre register? C'est tout simplement un registre sur lequel vous allez, en gros, envoyer vos données, vos bits, un par un. Et vous allez retrouver, en sortie, vous allez retrouver l'ancienne valeur du bit sortant. J'ai fait une super animation. On va imaginer un chiffre register de 4 bits, avec, au préalable, 4 bits, donc x1, x2, x3, x4, on ne connaît pas leur contenu, c'est le contenu qui était là avant. Et nous, séquentiellement, on aimerait bien lui mettre la valeur 1, 0, 0, 1 à l'intérieur. À l'aide du signal d'horloge, on va, à chaque tic d'horloge, ajouter un bit à ce chiffre register. Ça va décaler tous les bits, et nous, sur le TDO, on va se retrouver avec l'ancien bit de poids faible. Ok? C'est à peu près clair? Ok. Et donc, ainsi de suite. Si je veux mettre mon 1, 0, 0, 1, séquentiellement, je vais mettre une bit comme ça. Et sur mon TDO, je vais retrouver l'ancienne valeur du registre. Ok? C'est à peu près clair pour le chiffre register? Bon. Ok. Donc, tous les registres que vous allez trouver sur JTAG sont des chiffres register. Instruction register ou data register. Les deux sont comme ça. Au niveau du type controller, donc le circuit logique qui, lui, contrôlait l'instruction register ou data register, à l'intérieur, ça va être une state machine. Ça va être une machine à état toute bête. Et cette machine à état, elle va vous permettre de contrôler l'intégralité de votre interface JTAG. Là, vous avez JTAG en entier, qui est défini par cet automate-là. Cet automate-là, il est normalisé. Pour se balader dans cet automate-là, c'est là qu'intervient le signal TMS. TMS, en fait, si le TMS est égal à 0, vous allez prendre le chemin rouge, et si le TMS est égal à 1, vous allez prendre le chemin bleu. Et ça, à chaque tic d'horloge. Chaque tic d'horloge, l'interface va regarder la valeur de TMS et va se déplacer dans l'automate. Là, on peut voir qu'il y a deux parties qui se ressemblent très fortement, mais qui sont même identiques. Deux sous-graphes qui sont identiques.
Il y a une première partie qui va servir à charger un registre de données et l'autre partie qui va servir à charger un registre d'instructions. Ok. Un petit exemple. On va imaginer là qu'on aimerait bien setter une nouvelle instruction sur notre interface. De base, on va être sur l'état reset. On imagine qu'on a bien reset notre interface. On va la trouver sur cet état-là. Notre state machine va se trouver ici. Séquentiellement, on va donc imposer un signal d'horloge avec une certaine valeur pour TMS. Donc là, premier étage, je me déplace au mode run test idle. Donc là, ça veut dire là, je commence. On indique à l'interface JTAG, là, je vais commencer à te parler. Et ensuite, on sélectionne si on veut soit rentrer un bit de données, enfin rentrer une valeur dans le registre de données, soit rentrer une valeur de l'instruction register. Là, c'est ce qu'on veut faire. Du coup, on adapte les valeurs de TMS en fonction de ça. On suit l'automate. Et donc là, à partir de cet état-là, qui s'appelle Shift Instruction Register, l'automate va lire les données qu'on aura mises sur le TDI et il va les mettre dans le Shift Register. Sur le TDI, là, on va considérer qu'on est sur une instruction qui est sur 5 bits. Ça va donner quelque chose comme ça. On reste sur le Shift Register tant qu'on n'a pas mis tous les bits de l'instruction. Une fois qu'on a fini, on passe à l'état exit et on arrive sur l'état update. Cet état update, il va prendre la valeur qui se trouve sur le Shift Register et il va valider cette valeur. Et en gros, on dit à l'interface, c'est bon, j'ai mis la bonne valeur dans le registre, tu peux la prendre en compte. Et enfin, on revient à notre état run idle. Ok, pas très compliqué. C'est chouette comme animation. L'avantage des systèmes comme ça, déjà, on va pouvoir chaîner les devices. Et ça, c'est super cool. On va imaginer que je suis sur une PCB et j'ai par exemple trois circuits intégrés qui ont chacun une interface JTAG. L'avantage de ce protocole-là, c'est que je vais pouvoir les chaîner entre eux. En gros, en entrée, je vais avoir mon TDI qui pointe sur le device 1 et le TDO de ce device 2, il va pointer vers le TDI du deuxième device, etc. Et c'est ce qu'on va appeler une daisy chain. Nous, on va uniquement se baser sur ces 4 pins-là pour contrôler l'intégralité de notre daisy chain. Ça, c'est assez pratique. Le petit truc qui est à noter, c'est qu'ils sont tous reliés sur le même TCK et sur le même TMS. Ça veut dire que toutes les interfaces qui vont se trouver sur le device 1, device 2, device 3, ils vont être synchrones. Ils vont se trouver, on a la garantie, et on a plus ou moins la garantie, qu'ils vont tous se trouver sur le même état, en même temps. Ouais, ok, c'est bien pratique, mais comment je fais si je veux tester uniquement le device 2 ? Là, avec un truc comme ça, on est un peu embêté. C'est-à-dire que j'ai pas envie forcément de les tester tous en même temps. Là, on va imaginer qu'on a juste envie de parler au device 2. Alors pour ça, il y a un truc qui est assez bien. Et là, ça va me permettre de parler de la première instruction JTAG qui est normalisée, c'est le bypass. C'est une instruction, en gros, qui fait rien. Pour cette instruction-là, vous allez avoir un data register qui va contenir uniquement un bit. Et il y aura aucune action, il y a aucune sémantique à ce bit-là. Hein, il peut prendre n'importe quelle valeur, la JTAG va pas en prendre en compte. C'est juste, elle va retenir. Concrètement, c'est juste une bascule D. C'est pas plus bête que ça. Comment ça s'utilise ? On va reprendre notre daisy chain d'avant et on va premièrement injecter la valeur bypass sur le device 1. Ok. Ensuite, séquentiellement, je continue. Je vais mettre l'instruction que je veux exécuter sur le device 2, je vais le mettre sur le device 1. Le device 2, elle va se récupérer le bypass qui était mis sur l'ancien device 1. Ça, c'est grâce à la magie des chiffres registers. Et ainsi de suite. Si on remet un bypass sur le device 1, ça redécale tout, et j'ai bien mon instruction sur le device 2. Une fois que j'ai atteint ce niveau-là, j'ai juste à passer dans l'état update, sur l'automate, et une fois que je serai passé sur l'état update, eh ben, ça validera les instructions que j'aurai mis sur les différents devices. Ok ? Et là, mon instruction, elle sera exécutée sur le device 2. Une fois que j'aurai validé mon instruction, au niveau des datas, il y a juste un petit truc qu'il va falloir prendre en compte, c'est que on aimerait bien avoir le résultat de cette instruction-là. Le petit truc qu'il va falloir prendre en compte quand même, c'est le bypass qu'on aura mis sur le device 3. Donc il y a un bit qu'il va falloir ignorer, forcément. Mais en tout cas, au moins, on a pu tester quand même notre device 2 sans forcément être embêté par les autres devices. C'est assez pratique. Ok. Le boundary scan. Alors le boundary scan, c'est pour ça que la JTAG a été designée à la base. À la base,
il fallait quand même un protocole qui soit capable de tester l'intégralité des entrées-sorties d'une puce. En fait, l'idéal, ce serait à un instant donné, je dis, voilà, j'aimerais prendre un échantillon de toutes les entrées-sorties que j'ai à un instant T. Ça, le boundary scan va vous permettre de faire ça. La deuxième chose qu'il va vous permettre de faire, c'est d'imposer c'est soit de lire, soit d'écrire. En gros, vous allez dire, j'aimerais bien imposer une valeur aux sorties, et ça va me permettre de tester le circuit extérieur, un circuit intégré. Comment ça va se présenter? Alors on va imaginer notre chip. On va avoir nos interfaces comme d'habitude de JTAG. Et en dehors de la JTAG, on va avoir sur chaque pin d'entrée-sortie, on va avoir ce qu'on appelle une scan cell. Ça veut dire une cellule de scan qui va capturer l'entrée, enfin l'état qui est sur ce pin-là. Là, en gros, c'est les carrés bleus que vous retrouvez sur chaque pin. Une fois que vous aurez sélectionné, alors il y a une certaine instruction en JTAG qui vous permet justement de scanner ces registres-là. Je reviendrai dessus plus tard. Et quand vous l'aurez bien configuré, en gros, votre TDI, eh bien, il va passer dans tous les scan chains qui composent votre circuit intégré. Et en sortie, vous allez avoir l'ancienne valeur des scan chains qui vont arriver dans votre TDO. Donc là, en gros, ça nous fait un gros chip register. Vous pouvez imaginer ça comme ça, un gros chip register qui parcourt l'intégralité de nos entrées-sorties. Encore une fois, c'est assez pratique et c'est assez unifié sur le fonctionnement. Alors, les différentes instructions que vous allez avoir pour le boundary scan. En effet, ouais, il y a plusieurs modes au boundary scan, comme je viens de l'expliquer. Le premier, xtest. Xtest, en gros, vous allez changer la valeur des entrées-sorties. Comme le nom l'indique, ça va vous permettre de tester les devices qui sont autour de votre circuit intégré. Donc là, ça va être à vous d'imposer la valeur. En sortie, vous allez avoir l'ancienne valeur qui se trouvait sur les cellules logiques. Le sample et le preload, eux, ils vont vous permettre de uniquement prendre un sample. Comme le nom l'indique, vous allez juste prendre un échantillon de l'état de toutes les entrées-sorties à un instant T. Mais vous n'allez pas changer la valeur. Ça, c'est pratique dans la mesure où vous n'avez pas envie forcément de perturber le système, le système dans son fonctionnement. Le sample and preload, ça se veut non intrusif, si vous voulez. En réalité, ça l'est pas vraiment, mais c'est un détail. Le intest, alors le intest, lui, il est facultatif, et il va vous permettre de tester, contrairement à l'extest, il va vous permettre de tester la logique interne. Je rentre pas trop dans les détails, mais c'est l'idée. Bon, ça c'est le schéma d'une scan cell. Alors ça décrit exactement le comportement que je viens de décrire. Concrètement, dans une scan cell, vous allez trouver 2 bascules D et 2 multiplexeurs et rien de plus. C'est pas très intelligent ce qu'on a là-dedans. Concrètement, ce qu'il y a à retenir, c'est que là, ce multiplexeur-là, il va vous permettre de décider de si oui ou non je décide de changer la valeur de l'entrée-sortie. Sinon, je laisse l'entrée qui est imposée par la logique du circuit intégré. Le signal d'horloge, forcément, qui contrôle cette bascule D, et l'upgrade, qui va être l'état update qui se trouve dans l'automate. Ça, une fois que vous serez passé sur l'état update, le tape controller, il va activer cette bascule D là, et ça va mettre à jour la sortie du scan cell. Et enfin, ce multiplexeur là qui vous permet de choisir si soit vous voulez garder la sortie qui est imposée par la logique interne, ou de garder la valeur que vous avez imposée. Alors, au niveau du boundary scan, dernier truc à savoir, c'est que ils ont aussi normalisé un nouveau langage. Ce nouveau langage, qui est un subset de VHDL. Alors, le VHDL, qu'est-ce que c'est? Le VHDL, pour ceux qui ne savent pas, c'est un langage qui va vous permettre de décrire de l'hardware. On va pas aller plus loin que ça. Ça se veut assez, c'est assez généraliste. Enfin, c'est assez générique comme langage. Vous allez pouvoir décrire plein de trucs avec ça. Le boundary scan, c'est un subset de ça. En gros, ça va reprendre la grammaire et ça va juste ajouter des différentes propriétés. Ce boundary scan, ce BSDL, il va décrire en gros tout le layout du boundary scan que vous allez voir pour une chip donnée. Alors ça va dépendre du chip et du packaging. En gros, une même chip peut avoir plusieurs packaging, ça veut dire les pins peuvent changer. Donc ça, vous allez avoir un BSDL qui est fourni pour une chip donnée. Ça, c'est fourni directement par le fabricant. Ça s'invente pas. Ça c'est donné par le fabricant la plupart du temps. Ok. Bon, on va regarder un peu ce que ça donne maintenant. On va regarder
un vrai device cette fois. Et on va regarder la JTAG qui se trouve sur l'UC3. Alors si on regarde ce schéma-là, bon alors il semble un peu complexe, mais en fait c'est le même que celui que j'ai fait au tout début, sauf qu'ils ont rajouté des trucs en plus. On peut voir le boundary scan ici, on retrouve le tape controller, on retrouve les data registers, et rien de nouveau. Le seul truc qui change, ça va être ça. Alors on va zoomer dessus. Ce que vous allez retrouver ici, c'est ce qu'on appelle la Service Access Bus. Alors, la JTAG, là, tout ce que je vous ai montré avant, c'est normalisé. C'est imposé par la norme. À la base, c'était, enfin, tout ce qui est boundary scan, tout ça, c'est normalisé. Par contre, il y a un truc qui n'a pas été normalisé, c'est l'unchip debug. En fait, la JTAG, faut bien remettre dans le contexte, c'est inventé par des électroniciens. Ouais, sauf que nous, les informaticiens, on aimerait bien quand même pouvoir débugger du code qui tourne sur la chip. Ouais, alors, du coup, ça n'a pas été normalisé. Du coup, ce qui s'est passé, c'est que chaque fabricant de processeur a inventé son propre protocole d'un chip debug, donc qui permet de débugger du code qui tourne sur un processeur donné, en se basant sur le protocole JTAG. Donc, on a toute la couche JTAG qui, elle, est normalisée, et on a tout ça qui est imposé par le fabricant. En même temps, c'est difficile de normaliser ce genre de truc, parce que chaque processeur est différent, on n'a pas, enfin, typiquement si on a envie de tester du DSP, ça n'a rien à voir, enfin, c'est comme ça. Ça, c'est l'implémentation que vous allez avoir sur de l'UC3, donc la version de UC3. En gros, ils ont décidé de proposer un accès unifié à plein de services différents. Vous allez avoir sur ce qu'on va appeler le Service Access Bus. Ce Service Access Bus, il va vous permettre d'accéder à toutes les à tous les services de debug, donc à savoir les breakpoints, les watchpoints, etc. Il va vous permettre d'accéder au PC, enfin au programme counter et aux différents registres. Et enfin, il va vous permettre d'accéder au HSB, donc qui s'appelle le High System Bus, qui est en gros le bus principal du CPU. Donc là, vous allez voir, grâce à ce bus-là, vous allez pouvoir voir l'adresse space comme le voit le CPU. Ça peut être assez pratique. Donc là, je résume, j'ai résumé ça sur un tableau. Alors, les adresses que vous allez avoir sur le System Access Bus, c'est sur 36 bits. Pourquoi parce qu'en fait, on a quand même besoin de 32 bits pour représenter l'intégralité de l'adresse space normale du CPU, et on a besoin, les bits supplémentaires vont nous permettre d'accéder aux différents services qui sont proposés par le Service Access Bus. Le premier service, déjà, ça va vous permettre d'accéder à tous les registres d'OCD. Là, encore une fois, c'est propre à ces microcontrôleurs-là. Ça ne nous intéresse pas pour l'instant. Le HSB, donc là, vous allez, comme je l'ai dit, vous retrouvez votre memory, votre adresse space de base, comme le voit le CPU. Et enfin, votre Memory Service Unit, dont je parlerai plutôt à la fin. Ok. Donc là, je vous ai présenté rapidement comment ça se présentait sur AVR32. En vrai, on n'a pas plus de doc que ça. C'est pas, en fait, le but du fabricant, là, c'est que leurs devices, ils soient débuggables seulement avec les produits de debug que fournit Atmel, forcément. Et tous les constructeurs ont tendance à avoir ce comportement-là. Ok, bon, on va essayer de reverse ça alors. Alors, première étape. Déjà, vous retrouvez avec un circuit électronique quelconque, une PCB quelconque. Le premier truc qu'il faut faire, c'est déjà essayer de les trouver, ces pins de debug. En fait, le premier truc qui est assez simple à faire quand vous mettez en production une carte, c'est de masquer les pins de JTAG. Vous désactivez pas forcément le JTAG, juste vous retirez les pins pour éviter qu'ils soient vraiment trop simples d'accès. Bon, en pratique, c'est super simple à retrouver. En fait, la résistance de pull-up, donc la résistance qu'on va trouver entre le VCC et le pin, elle est normalisée. Elle sera toujours de 10 kΩ. Pareil, au niveau de la clock, vous allez retrouver une résistance de pull-down cette fois, qui elle aussi est normalisée. Tout ça, c'est normalisé. Donc, vous prenez votre multimètre et vous vous mettez à tester tous les pins qui semblent être accessibles sur la PCB. Si vous retrouvez du 10 kΩ, il y a de fortes chances que ce soit des pins de JTAG. Bon, en pratique, c'est un chouïa plus compliqué, parce que le but, c'est pas de griller la borne non plus, en fait. J'ai mis le lien à la fin, il existe du matériel qui permet de trouver directement les pins de JTAG. En fait, vous branchez directement dessus et il vous dit si oui ou non c'est des pins de JTAG et s'il arrive à identifier un des pins là. Ça, c'est assez facile à fabriquer. Ok.
Moi, en pratique, j'ai pas eu ce problème-là parce que j'étais déjà sur sur un AVR et je savais directement où se trouvaient les pins de JTAG. Ok, deuxième étape. Là, à ce niveau-là, on imagine qu'on a trouvé ces pins-là, on s'est bien branché, pas de souci. Le but là maintenant, comme je l'ai dit, les instructions que vous allez avoir sur chaque interface JTAG, elles vont être différentes. Là, le but, ça va être de trouver quelles sont les instructions qui sont supportées sur la JTAG sur laquelle je me trouve. Alors pour ça, le premier truc à essayer de faire, c'est d'essayer de déterminer la taille de chaque registre. Alors le premier registre dont on va essayer de déterminer la taille, ça va être l'instruction register. Une fois que vous avez la taille de l'instruction register, vous allez savoir le nombre d'instructions que supporte l'interface JTAG. Ok. Dans ce cas-là, une fois que vous avez fait ça, il ne vous reste plus qu'à tester tous les data registers et essayer, à partir de là, d'essayer d'extrapoler quel rôle ils ont. Alors comment on va pouvoir déterminer la taille des registres? Je vous rappelle, on est sur des chiffres registers. Il doit y avoir moyen de déterminer la taille facilement. On prend notre automate et on va considérer qu'on a un data register dont on ne connaît pas la taille. Hop, on se rebalade dans notre automate. Alors là, cette fois, là c'est un data register, donc je vais prendre ce chemin-là du graphe, forcément. Et sur le data shift, je vais injecter plein de zéros. Bon là, je vais me retrouver avec des valeurs. Attendez, j'ai écrit X, je vais retrouver des valeurs random, je les ignore. Je vais mettre plein de zéros. Hop, histoire d'être sûr de remplir l'intégralité du buffer. Une fois que j'ai fait ça, je fais bien attention à revenir à l'état pause. Là, j'ai pas envie de valider ce que je viens d'entrer. J'ai pas envie de valider mes 0, 0, 0, j'ai pas envie de les valider. Du coup, je vais pas aller dans l'état update tout de suite, et je vais rester sur l'état pause. À ce moment-là, je vais essayer d'injecter que des 1. Et je reviens sur l'état shift. J'injecte des 1, j'arrête de shifter. Alors je reviens à l'état pause. Moi, pendant ce temps-là, je regarde la valeur que j'ai obtenue sur le TDO, et je compte le nombre de zéros que j'ai obtenu. Donc là, on recommence. Hop, j'injecte mes 1. Hop. Et hop. À ce moment-là, je vois que j'ai réobtenu mon 1. À ce moment-là, il me suffit de compter le nombre de zéros pour savoir que là, le data register en question, il avait que 3 cases mémoire. Ok? C'est à peu près clair? Bon. On peut peut-être faire ça à la fin. Même principe. Même principe pour une daisy chain. Là, cette technique, elle s'applique uniquement sur un device. Ouais, le problème c'est que quand je suis sur une PCB, je sais pas forcément combien de devices j'ai. Premier truc à faire, ça va être déjà de savoir combien de devices je vais avoir sur ma daisy chain. Alors là, même principe que tout à l'heure, sauf que là, je vais mettre bypass sur tous mes devices. Là, comme ça, je vais avoir un bit pour chaque device, et je refais la même technique. Et à partir de là, le nombre de zéros que je vais obtenir, ça va être le nombre de devices sur ma daisy chain. Ok, il y avait une question là sur le... La technique pour déterminer la taille du registre, elle suppose qu'on connaît déjà l'automate à l'avance, il est normalisé? Oui, l'automate est normalisé. Vous allez retrouver le même sur toutes les interfaces JTAG. Alors, maintenant, comment on met en pratique ça? Alors, là, je me suis basé sur OpenOCD. Alors, OpenOCD, qu'est-ce que c'est? À la base, c'est un soft qui a été développé pour créer des stubs GDB. En gros, c'est avec ça, vous allez pouvoir le configurer. Pour dire bon, ben, j'utilise tel board qui utilise tel registre JTAG, etc. L'OCD s'utilise de telle manière. Et à partir de ça, il va vous créer un serveur GDB. Vous allez pouvoir vous connecter dessus et débugger votre matériel. Ok, c'est bien, mais c'est pas pour ça que j'ai envie d'utiliser OpenOCD. L'avantage de ce soft-là, c'est qu'il va vous proposer les commandes low-level JTAG. Il va vous permettre de contrôler directement l'interface JTAG. Alors comment ça se fait? Comment ça s'utilise? La première instruction qu'on va utiliser, IRScan, qui en gros va scanner une instruction. Là, on imagine que dans ce cas-là, j'ai envie de scanner l'instruction 1. C'est un exemple. De toute façon, je vais le faire avec toutes les instructions. On va répéter l'opération avec toutes les instructions. Une fois que j'ai fait ça, je DRScan, donc ça veut dire je scanne des valeurs sur mon data register. Et là, je mets 512 0. Je mets plein de zéros. On va supposer quand même que les registres font moins de 512 bits. J'ai jamais vu des trucs qui font plus que ça.
Le seul truc qui est super important là, c'est que le end state, je vais le mettre à des reposes. C'est-à-dire là, je passe pas dans l'état update. C'est-à-dire je vais pas valider la valeur que j'ai indiquée, comme je l'ai montré tout à l'heure sur l'automate. Une fois que j'ai fait ça, je vais répéter cette commande un certain nombre de fois, jusqu'à trouver 1 en TDO. Donc là, qu'est-ce que je fais? Je mets je vais mettre un bit pour un bit de 1 pour indiquer, séquentiellement, jusqu'à ce que je retombe sur mon 1. Et enfin, je reste sur l'état des reposes, histoire de pas valider mon input. Ok? Ouais. Ok, donc comment j'ai mis ça en pratique? Alors ça, c'est la board AVR que j'ai utilisée, sur laquelle je me suis probé. Ce que vous pouvez voir là, c'est l'interface de JTAG. Et ça, ce que vous pouvez voir là, donc là, j'ai ramené les boards, si ça vous intéresse. C'est un bus pirate. Alors le bus pirate, qu'est-ce que c'est? À la base, c'est une board qui est fabriquée par Dangerous Prototype. À la base, c'est une board qui avait été conçue, on va trouver un pic dessus. Elle a été conçue pour prober du SPI. À la base, c'était pour ça. Sauf que le truc est open source et puis c'est une board qui coûte relativement peu cher. Du coup, vous allez trouver plein de hacks de cette board-là qui vont me permettre de faire autre chose. Là, en l'occurrence, ça va me permettre de faire la JTAG, de faire de la JTAG. Bon, en pratique, c'est pas du tout fait pour, dans la mesure où un pic, ça va quand même pas très vite. Et la JTAG, on aimerait bien quand même que ça aille relativement vite si on veut pouvoir débugger confortablement. Là, on n'a pas envie de faire du gros debug. Donc, on utilise que les commandes JTAG de base. Ça suffit. En plus, ce qui est assez cool, c'est que vous trouvez facilement sur le net un script qui va permettre d'interfacer OpenOCD avec le bus pirate. Et c'est ce que j'ai utilisé là. Ok, donc c'est parti. À partir de ce circuit-là, j'ai scanné l'intégralité des instructions que je trouvais. Et voilà ce que j'ai obtenu. Ok, donc là, ce que vous pouvez voir, c'est l'opcode. Et de l'autre côté, je vais avoir la taille du data register qui est associé. Bon, qu'est-ce qu'on peut tirer de ça? Alors là, j'ai mis plein de couleurs. Ouh. Alors, déjà, premier truc qu'on peut voir, tous les registres qui sont à 1, qui ont une taille de 1, ça peut être forcément soit du bypass, soit du clamp. Donc clamp, j'ai pas trop envie de détailler, c'est un espèce de bypass amélioré, soit du chip reset, soit un reset de chip. Ok, donc tout cela, je les ai mis en gris. De toute manière, le 1F, donc ça veut dire le registre d'instruction avec que des 1 à l'intérieur, c'est toujours du bypass. Ça, c'est normalisé. Vous êtes sûr que le dernier, ce sera un bypass. Alors après, ça dépend du fabricant. Pour les instructions qui sont pas définies, ça va soit être du bypass, soit être rien du tout. Là, en l'occurrence, on peut voir que c'est du bypass. Sinon, ça aurait été 0, si c'était rien du tout. Le deuxième truc qui est assez facile de repérer, c'est l'ID code. L'ID code, lui, ça va être l'instruction qui va vous donner l'ID, donc l'identifiant du device, enfin de l'interface JTAG que vous êtes en train de débugger. Ça, c'est normalisé, c'est sur 32 bits, toujours. Donc là, le seul registre de 32 bits que je trouve, c'est l'opcode numéro 1, ok, c'est l'ID code, je suis sûr. Ensuite, là, on en a 3 qui sont super grands. Bon, ça, c'est clairement du boundary scan. Ça va être le gros registre qui va être installé sur toutes nos entrées-sorties. Lui, il est forcément super grand. Donc ça, on est à peu près sûr que c'est du boundary scan. À noter, là, on en retrouve 3. Ben, c'est les 3 instructions de boundary scan que j'ai présentées au début. Quoi d'autre? En rouge. Alors en rouge, c'est des commandes qui sont pas normalisées, mais qu'on retrouve fréquemment. Alors, le C5, donc là, celui qui fait 5 bits. Alors ça, c'est propre à Atmel. Sur tous les devices JTAG basés sur AVR, ils ont installé leur propre registre de reset, qui est paramétrable, en gros. Et ça, il y a qu'eux qui le font, mais il se fait toujours 5 bits. Donc ça, je sais que c'est l'AVR reset. Ensuite, ce 816, ça va être la synchronisation. Alors, je vais pas trop rentrer dans les détails. Lui, ça va être un registre qui va nous permettre de nous synchroniser avec l'horloge interne du CPU. C'est aussi bête que ça. Pour du debug, ça peut être pratique. Enfin, les bleus foncés, ça va être toutes les commandes qui vont être relatives au service Access Bus. Alors comment je sais ça? Là, on voit qu'ils font plus de 32 bits. Ouais, un peu comme la largeur du bus de
du service Access Bus. Et les bits qu'on va avoir en plus, par exemple, dans le bit 39, ça va être des bits de contrôle. Donc du type, est-ce que je suis en lecture, est-ce que je suis en écriture, etc. Ceux qui sont un peu plus réduits, genre 34, c'est les commandes qui vont nous permettre d'accéder à des blocs directement, plutôt que d'y accéder octet par octet, d'accéder au service Access Bus octet par octet. Ceux-là, ils vont nous permettre d'y accéder par bloc. C'est pratique aussi quand on veut uploader un programme sur la flash. Et enfin, il y en a quelques-uns. Donc les oranges, ça, mystère. En gros, tout cela, tout ce que j'ai cité avant, c'est plus ou moins, enfin, ils sont plus ou moins connus. C'est-à-dire, ils sont pas forcément bien renseignés, mais c'est connu que c'est cela. Les oranges, par contre, j'ai eu aucune information sur eux. Le premier qui est louche déjà, c'est le 1D. Le 1D, il me renvoie toujours 1. Je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que le registre fait 0 de taille. En pratique, alors, quand vous avez des registres qui font 0 comme ça, il y a soit deux cas. Soit ils font rien, soit ils vont servir à une seule application. Mais alors, typiquement, du reset. En gros, l'instruction, elle va s'exécuter au moment où vous allez updater votre instruction register. Donc dans ce cas-là, vous n'avez pas besoin d'updater votre data register. Bon, là, sur le 1D, j'ai essayé de jouer avec, il ne s'est rien passé. Donc je suppose qu'il ne fait rien. Le 0x18, par contre, là, il faut voir qu'il y a 4 bits quand même. Hein. Bon, on va essayer de voir ce que ça fait. Alors déjà, ce qui est assez louche, donc comme je viens de dire, je le trouve nulle part sur la datasheet. J'ai cherché sur les forums, etc. J'ai trouvé aucune information sur cette instruction. Pourtant, elle existe. Et ce qui est drôle, c'est que sur le fichier BSDL, donc qui est fourni par Atmel, on peut voir que ça correspond à l'instruction private 9. Alors les instructions private, c'est dans un fichier BSDL, c'est toutes les instructions JTAG qui sont pas normalisées, qui sont propres à un fabricant. Là, le private 9, j'ai aucune idée de ce que ça fait. Alors du coup, bon, j'ai essayé de mettre des valeurs aléatoires dedans. Alors le registre n'a pas l'air de faire grand chose, sauf si je mets 1 ou 2. Si je mets 1 ou 2, eh ben, ça arrête complètement l'interface JTAG. Ça veut dire, à partir de ce moment-là, ben, je suis bon pour reset la board. Après, si je remets n'importe quelle instruction à l'intérieur, il va toujours me renvoyer 0. 0, 0, 0, 0. Et j'ai aucune idée de pourquoi ça fait ça. Donc si quelqu'un regarde la conf et sait pourquoi ça fait ça m'intéresse vachement. Bon, ok, donc là j'ai bien joué. C'est cool. Ce qui est relativement dommage avec ce truc-là, c'est que j'ai pas fini de reverse tout ce qui était commande propre à l'OCD, etc. En fait, je crois que le plus simple, c'est pas forcément dans ce cas-là, ce serait pas forcément de reverse les instructions d'OCD directement avec la JTAG, ce sera plutôt de directement reverse le code qui se trouve dans la VR Dragon. Mais ça, c'est une autre histoire. Bon, la JTAG, c'est quand même un peu vieux. Enfin, c'est, comment dire, ça existe depuis le milieu des années 90. Ouais, depuis, il y a d'autres besoins qui sont apparus. Donc il y a l'OCD qui a fait son apparition. Ok, mais c'est pas suffisant. En fait, le principal problème que vous allez avoir avec de l'OCD, c'est que si vous voulez avoir un contrôle sur votre board, il va falloir arrêter l'exécution du programme. En gros, imaginons que je veuille débugger avec mon GDB, je peux pas m'amuser à tracer l'exécution du programme. Il faut que je l'arrête, et à partir de ce moment-là, je vais pouvoir modifier les valeurs sur la flash, modifier le programme counter, etc. Mais je peux rien faire une fois que le programme il tourne. Alors, pour pallier à ce problème-là, il y a un nouveau standard qui commence à apparaître, qui est pas tout à fait fini, mais qui commence à pointer le bout de son nez, qui s'appelle le Nexus. Alors, le Nexus, c'est quoi? C'est, en gros, ils ont repris la JTAG, et ils se sont dit, on va rajouter des fonctionnalités. La principale fonctionnalité, c'est qu'ils se sont dit, on va rajouter un bus supplémentaire qui s'appelle le bus auxiliaire, et qui, lui, ira vachement plus vite que la JTAG. L'intérêt de tout ça, c'est que, par ce bus-là, on va envoyer plein d'infos de tracing. Donc le but, ça va être, par exemple, de m'envoyer en permanence la valeur du programme counter. Comme ça, je vais pouvoir tracer où passe mon flux d'exécution sur la board qui tourne directement. Et à côté, je vais pouvoir contrôler tout ça en JTAG, comme si de rien n'était. Et ça, c'est super cool. Alors le problème de ce truc-là, c'est que, eh bien, comme d'habitude, il y a chaque fabricant qui essaye de fabriquer ça dans son coin. Et même s'il y a une norme qui commence à être plus ou moins aboutie, en pratique, le Nexus, c'est pas encore ça. De base, il y a quelques devices qui vous le proposent. Mais typiquement, l'UC3, il vous le propose.
Ouais, mais il n'y a aucune interface Nexus qui est compatible en fait. Bon, dommage. Ok, alors quelques références si ça vous intéresse. Bah déjà, donc premier lien, donc pour apprendre comment fonctionne la JTAG. En gros, là j'ai mis le lien du JTAG Finder, donc la board qui permet de trouver qui permet de trouver les bugs, enfin les pins de JTAG sur une PCB donnée. Et puis des autres conférences sur d'autres bonhommes pour essayer de bidouiller de l'hardware avec de la JTAG. Et c'est vachement fun. Ok, bah si vous avez des questions, n'hésitez pas, par mail ou par IRC. Avez-vous des questions là tout de suite, ce que je viens de raconter? Sur Nexus, donc, enfin sur l'API que tu viens de présenter là, qu'est-ce qu'on a effectivement comme limitation au niveau du tracing, du genre, on peut tracer tout ce qu'on veut comme on veut, parce que quand t'arrives et que tu construis un programme et que tu construis ton tracing et que tu veux commencer à faire du tracing, tu vas avoir très vite énormément de data. Comment est-ce que tu fais pour ramener toutes ces datas? Et enfin, c'est quoi les limitations justement sur mon truc? Tous les combien je vais m'interrompre pour pouvoir récupérer mon tracing, etc. Est-ce que t'as des infos là-dessus justement? Alors justement, la norme reste quand même assez floue là-dessus, dans la mesure où en gros ce qui conseille c'est dans votre debugger, il va falloir avoir un super gros buffer pour retenir toutes les traces. Mais il n'y a rien de normalisé sur la taille du buffer qu'on va avoir là-dedans. Voilà. En gros, plus tu vas payer cher, plus ton buffer sera gros dans ton interface. C'est ça. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ouais. Est-ce qu'on a donc des moyens d'altérer le fonctionnement de la puce via JTAG? Oui, clairement. Là, j'ai fait ça comme un bourrin. J'ai eu de la chance, je l'ai pas cassé. Hein. Mais en vrai, oui, ça casse bien. Hein. Le fait de mettre là, je mets des bits random sur mes instructions. Oui, ça peut tout casser, clairement. Mais là, typiquement, j'ai effacé le programme qui était dedans de base. Bon, ça va, c'est pas très grave. Mais disons que c'est plus ou moins dangereux. En fait, ce qui est surtout dangereux, c'est les boundary scans. C'est dès qu'on teste sur le X-test, ça veut dire que je vais imposer les valeurs sur mes pins de sortie. Là, ce que je risque de griller, c'est tout le circuit qui est autour, concrètement. Et puis même de base, là, pour le registre 0x18, j'ai mis des valeurs random dedans, mais on voit que j'ai quand même cassé l'interface JTAG. Bon, il suffit de la reset pour que ça marche, mais disons que j'aurais pu faire bien pire. Mais sinon, c'est pas drôle. On fait pas d'omelette sans casser des œufs, hein, encore une fois. Et est-ce qu'il y a d'autres questions? Non? Bon. Merci de votre attention alors.